Ce dimanche, devant le grand jury, Moustapha Guirassy. Ancien ministre de la Communication, ancien député et ancien maire de Kédougou est l'invité de Antoine Diouf. Les législatives du 30 juillet prochain, les chances de la convergence patriotique Kaddu Askan Wi, coalition qu'il partage avec Abdoulaye Baldé, Mamour Cissé, entre autres leaders politiques. La prochaine assemblée, l'avis de l'ancien ministre de la Communication sur le projet de code de la presse adopté en Conseil des ministres et les autres sujets d'actualité. Le grand jury, Moustapha Guirassy, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h, sur Radio Futur Média. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Antoine. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Moustapha Mamba Guirassy, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sous Abdoulaye Wade, ancien député à l'Assemblée nationale et maire de Kédougou, ancien responsable au Parti démocratique sénégalais. Un des leaders de la convergence patriotique Kaddu Askan Wi, une coalition dans laquelle vous êtes avec Abdoulaye Baldé, Mamour Cissé, Mariam Wonli et autres. Vous suivez le grand jury sur Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM, sur Facebook, à travers notre page et sur nos différentes applications. À la présentation, Antoine Diouf, à la technique, Vincent Mamadou Diop, Digital Manager, Maguette Koulibaly. Moustapha Guirassy, au cours de cette émission, nous commenterons avec vous la forte actualité politique dominée par la prochaine course aux législatives du 30 juillet 2017. La première chose à constater, c'est qu'il y a presque 50 listes qui seront en compétition. Dans l'histoire du Sénégal, cela n'est jamais arrivé. Assurément, l'Assemblée nationale suscite beaucoup d'intérêt pour les uns et les autres. C'est la déduction qu'on peut en faire. Alors, quelle est votre compréhension de cet état de fait, cette pléthore de listes et de candidatures? Il faut s'en réjouir parce que signe d'un frémissement démocratique. Merci Antoine. Avant de répondre à la question, profitez de cette occasion pour saluer vos auditeurs, les auditeurs donc qui nous suivent en ce moment, et aussi souhaiter un excellent Ramadan à tous les Sénégalais et un Ramadan donc béni et apaisé. Pour revenir à votre question, je ne pense pas que ce soit un bon signe. Je ne pense pas que ce soit un frémissement d'une vitalité, oui, d'une démocratie au Sénégal. Je pense au contraire que c'est symptomatique d'une crise de valeurs. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Alors, ce qui me le fait dire, c'est simplement que j'ai constaté, comme tous les Sénégalais, oui, qu'il y a eu des tentatives de mise en place de coalitions et que finalement, ces tentatives-là n'ont pas abouti. Et quand on essaie d'aller au fond des choses, on se rend compte en fait que c'est plutôt lié à des questions très égoïstes d'ailleurs, un manque de générosité. Question d'intérêt personnel. Question d'intérêt personnel, oui, question de vision et de rapport à la politique, question de rapport aussi au Sénégal. Oui. Et finalement, généralement, tout ce qui est mis en avant, on se rend compte en fait que ça n'a rien à voir avec une vision du Sénégal, ça n'a rien à voir avec une idéologie, rien à voir avec les intérêts donc du Sénégal. Est-ce qu'on peut le dire pour tous les candidats ou candidatures déclarées? Je serais très Est-ce que pour les autres, il n'y a pas une volonté de servir le peuple à l'Assemblée nationale? Je serais très prétentieux de parler d'un candidat et d'avoir une opinion précise par rapport à tel ou tel. Oui. Mais de façon globale, en fait, le constat, c'est qu'il y a une crise des valeurs, il y a une crise de leadership, il y a aujourd'hui une classe politique qui est malade et je pense qui est en rupture avec la société. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais le reflet qui est perçu de l'autre côté est un reflet vraiment désagréable, pas du tout beau à voir et malheureusement c'est actuellement l'offre politique, oui, c'est actuellement ce que nous avons. Oui. Donc c'est pas du tout synonyme de vitalité démocratique, c'est tout le contraire. Et aussi il faut indexer le pouvoir aussi quelque part qui
a tout intérêt en fait à diviser, à émietter donc cette classe politique lorsqu'il s'agit de l'opposition. Oui. Et l'opposition aussi, qui a aussi des tares, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, et cette impossibilité-là de se retrouver autour de l'essentiel. Alors, situons les responsabilités, puisque vous parlez de pouvoir, du pouvoir, de ses responsabilités dans cette situation. Comment le pouvoir a créé cette situation dont vous parlez? Je pense que le pouvoir l'a dit très tôt. Je vais réduire l'opposition donc à zéro, au néant, et actuellement est en train de le réaliser. C'est peut-être son rôle, mais je pense qu'il y a aussi une autre responsabilité. Ça s'est toujours passé comme ça? Non, je pense que là, on est allé très très loin. Quand je vois ce qui se passe au sein du Parti socialiste, un parti que nous avons tous connu, un parti qui a fait ce pays, un parti pour lequel tous les Sénégalais avaient un respect. C'est regrettable en fait de voir en fait cet éclatement de ce parti. Et une partie avec le pouvoir, une autre partie donc dans l'opposition, et des leaders complètement en opposition. Et moi, j'ai toujours considéré en fait qu'il y avait une dose de sagesse dans ce parti, parce que une forte expérience, un accompagnement fait par de grands hommes de ce pays, Senghor, Abdou Diouf, etc. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe, c'est lamentable. Alors, le pouvoir a une responsabilité assez forte par rapport à cela. Et c'est là aussi où il doit être interpellé. Parce que c'est bon de se maintenir au pouvoir, oui, mais c'est aussi bon de se maintenir au pouvoir de façon durable. C'est-à-dire que certains piliers de notre démocratie doivent absolument être protégés. Ce qui peut amener le Sénégal à avoir des espaces de respiration démocratique, on doit tout faire, qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, on doit, en tant que républicain, essayer de les protéger et de les préserver. Oui. Donc, lorsque il n'y a pas certains principes respectés, et qu'on aille au sein d'un parti pour simplement le réduire, le détruire, c'est peut-être, on me dira, c'est le jeu politique, mais c'est un jeu politique. Moi, je n'adhère pas, et je pense Vous n'adhérez pas à ce jeu. Non. On a situé la responsabilité du pouvoir dans cet émiettement politique. Quelle est maintenant la responsabilité de l'opposition? La responsabilité de l'opposition, c'est simplement l'offre aussi de leaders politiques. Je pense qu'il faut aussi parler de l'offre politique, mais en même temps, le type de leader politique. Il y a problème de leadership au sein de l'opposition? Oui, absolument. Non, pas au sein de l'opposition seulement. C'est qu'aujourd'hui, la classe politique de façon générale, ceux qui incarnent et qui portent des partis, des mouvements, je pense que on doit aussi questionner leur leadership, leur façon et leur rapport donc à la chose politique, leur rapport au pays. Pourquoi je le dis, c'est que lorsqu'on manque de générosité et lorsque le débat politique ne tourne pas autour d'idéologie et de programme, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les bonnes articulations autour de questions essentielles qui concernent le pays, et simplement le seul point, c'est allons nous battre contre le chef de l'État pour l'enlever du pouvoir, lorsque le seul point, le seul dénominateur commun, c'est tout simplement la tête de liste, on s'accorde là-dessus ou pas, je pense qu'il y a un vide et il y a une carence extraordinaire. Et ce que nous avons vu récemment est vraiment triste pour le Sénégal. Pas seulement pour l'opposition, mais encore une fois pour le Sénégal. Très bien. Alors, pour le choix des têtes de liste, cela a beaucoup posé problème au sein des différentes coalitions. Le choix aussi des candidats a posé problème. Cela a été votre cas, puisqu'on a même constaté le départ de Cheikh Tidiane Gadio. C'est quoi le problème finalement avec lui ? J'ai beaucoup de respect pour Cheikh Tidiane Gadio et j'ai vu récemment une sortie que j'ai trouvée un peu trop forte d'ailleurs. À votre endroit? Non, pas à l'endroit plutôt de la coalition, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas lui, parce qu'en fait c'est un de ses porte-paroles qui s'exprimait ainsi. Je le connais tellement courtois et élégant. Je suis presque sûr qu'il ne se prononcerait jamais de cette façon. Mais pour revenir à votre question, oui. Je pense tout simplement que c'était encore le même problème de tête de liste. Et finalement, donc une position... Problème de tête de liste. Il a voulu diriger la liste? Oui, il a voulu diriger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez opposé un niet catégorique? Non, ma position, personnellement, il est bon de donner ma position. Oui. Je suis pas le porte-parole donc de la coalition. Mais ma position personnelle, ça a été de faire une médiation. Et que j'avais réussi d'ailleurs.
trouver une solution apaisée. J'avais réussi à trouver cette solution. C'était quoi cette solution? Cette solution, simplement, c'est que l'objectif, le focus ne soit pas mis sur la tête de liste. Qu'on puisse partager les responsabilités, oui. Que quelqu'un accepte, par exemple, d'être le président de la coalition. C'est ce que je lui proposais. Et ce que je proposais aussi à Abdoulaye Baldé, c'était qu'il soit la tête de liste. Qu'Abdoulaye Baldé soit la tête de liste, ou bien que Cheikh Tidiane Gadio soit voilà. Personnellement, je n'étais pas du tout intéressé. Personnellement, je ne voulais ni le poste de porte-parole, ni le poste de directeur de campagne, ni le poste de président de coalition. Oui. Et tout de suite, aucune position sur la liste nationale. La seule position qui m'intéressait, c'est d'aller me battre à Kédougou et investir donc sur la liste départementale. Oui. Alors pour le reste maintenant, c'est que je travaillais à une médiation, je travaillais en fait à un consensus. Donc ce que je disais tout à l'heure, parlant de la classe politique, je l'ai vécu au sein de la coalition et je le regrette. Et c'était très triste et lamentable. Et encore une fois, les intérêts personnels. Pour vous, qui devait diriger cette liste? Cheikh Tidiane Gadio ou Abdoulaye Baldé? Parce qu'aujourd'hui, c'est Abdoulaye Baldé qui la dirige. Je pense que Abdoulaye Baldé devait diriger donc cette liste-là. Et Cheikh Tidiane Gadio occupait quel poste? Le président de la coalition, et je pense pas que ce soit un problème fondamental. Antoine, je suis politique, mais je me pose des questions. Honnêtement, je ne comprends pas. Sincèrement, il va falloir après que je me rapproche d'hommes politiques plus aguerris, plus expérimentés, pour me faire comprendre la pertinence de ce combat tête de liste ou pas tête de liste. Je n'en vois pas la pertinence, et au point de faire éclater en fait des coalitions qui étaient censées porter donc un espoir. Comme la grande coalition Manko Tahoe au Sénégal. Je ne le comprends pas. Un combat derrière Khalifa Sall, un combat pour une retrouvaille, un combat pour mettre en avant le Sénégal. Et après, boum, parce qu'il y a un problème tête de liste qui est un éclatement, je ne comprends pas cela et je me pose de sérieuses questions. Très bien. Moustapha Guirassy, la convergence patriotique Kadou Askanui, à côté de Benon et de Manko. Pourquoi ni Benon ni Manko? Une raison toute simple. Le dénominateur commun ne peut pas être le pouvoir. Ceux qui sont aujourd'hui dans Benon Bokk-Yakaar, le dénominateur ne peut pas être le partage de prébendes, ne peut pas être simplement cette proximité avec le pouvoir et les privilèges du pouvoir. Le dénominateur commun aussi ne peut pas être du côté de l'opposition, le fait de dire nous voulons faire partir quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui. Je pense que le dénominateur commun doit absolument être articulé autour d'une vision, d'un programme et de rapport, encore une fois, avec le pays et avec les enjeux donc du moment. Or, ce que j'ai vu dans Manko, le dénominateur commun n'était pas du tout lié à une idéologie, une vision et des programmes. Du côté du pouvoir, j'ai vu simplement aussi une migration extraordinaire de personnes qui, il y a quelque temps, étaient dans des positions extrêmement radicales et tout d'un coup se retrouvent de l'autre côté. On comprend aussi parfois pour des intérêts donc très personnels. Alors quand il y a cette bipolarisation de la scène politique, on ne doit pas forcer l'acteur politique, en tout cas personnellement, je ne me sentais pas du tout obligé d'adhérer là ou là. Je pense qu'il y avait un camp. Non, je reste avec mes convictions et je reste donc attaché à mes principes, à ma façon de voir le pays, à ma façon donc d'accompagner le pays. Mes convictions là me sont très chères. Oui. Et raison pour laquelle j'ai voulu donc être au centre et j'ai toujours pensé que le pays devait être gouverné par le centre. J'ai toujours pensé que le pays devait être gouverné à partir donc d'un dialogue. Le sens du dialogue, nous ne devons jamais le perdre. Aussi bien avec la classe politique, donc l'opposition, que la classe politique du côté du pouvoir. Il est plus facile certainement aujourd'hui de migrer pour X raisons donc vers le pouvoir. Oui. Mais il est aussi très facile de dire je suis un opposant et puis un radicaliste quand on a tout perdu ou bien quand on veut mettre le pays dans une situation très difficile. Mais la position du centre est une position plus difficile. Parce qu'il faut argumenter. Oui. Et il faut argumenter. Parfois, on est accusé d'être proche du pouvoir. Parfois, le pouvoir ne vous comprendra pas, dira qu'il est de l'autre côté. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de rester sur ses principes, de rester avec ses convictions et c'est de se battre pour le pays. Et encore une fois, je pense que les Sénégalais qui observent cette scène politique et ce qui est en train de se passer sont honnêtement dégoûté. Moi-même, je suis un acteur politique. Vous êtes dégoûté de la politique. Honnêtement, j'ai de certaines pratiques politiques, de certaines pratiques politiques et de l'environnement et du climat. Oui. Ce n'est pas sain. C'est pas du tout sain. Il est difficile aujourd'hui de porter librement donc une pensée politique
de la mettre en œuvre sans tomber en fait soit par un acteur politique ou bien des fois le pouvoir qui risque tout simplement de vous enfermer dans une logique malheureusement qui n'est pas celle-là qu'il faut mettre en avant. Et ça je le trouve regrettable. On est en train de casser la politique, on est en train de salir la politique et peut-être que je suis là-dedans et je le regrette amèrement. Très bien. Alors, vous avez embrayé un peu sur ma question. Est-ce que votre position dite du centre n'est pas une façon progressive d'aller vers le président Macky Sall? Du tout. Très loin de là. Je dis encore une fois, j'ai toute la liberté et toute la latitude. Si je pense qu'il faut absolument aller vers le président Macky Sall, je l'aurais fait. Je l'aurais absolument fait, j'aurais pris toutes mes Même si ce n'est pas votre cas, ça peut être le cas de vos alliés. Je ne pense pas. Mamour Cissé, Abdoulaye Baldé. Je ne pense pas. Je pense que Baldé avait toutes les bonnes raisons aujourd'hui de migrer. Pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui, on peut penser... Parce qu'il a des problèmes avec la justice? Non, je pense que avec ce qui se passe avec la justice, il avait peut-être les moyens, on aurait pu lui suggérer, et lui-même peut-être aurait pu se convaincre que la meilleure destination serait donc d'aller de l'autre côté. Mais il l'a pas fait. Je pense qu'il faut saluer... Il ne l'a pas encore fait. Je ne peux pas. Demain, on ne sait pas encore. Non, mais Antoine, je peux pas, par respect pour l'acteur Abdoulaye Baldé, je ne peux pas entrer donc dans ce débat. Mais je sais qu'aujourd'hui que je salue, honnêtement, je salue le courage d'Abdoulaye Baldé. Après 4 ans de tourmente, mais extraordinaire, qu'il soit là, qu'il gagne, qu'il remporte des élections, qu'il se batte donc pour sa Casamance. Il n'a pas gagné au niveau national, il a gagné qu'à Ziguinchor seulement. Oui, mais c'est déjà important. Je veux dire que déjà il y a la confiance donc d'une base importante et ceux qui le connaissent l'apprécient et puis bon, on votait pour lui. Je pense que c'est très bien. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit cela l'objectif. En tout cas, moi, je ne me suis pas retrouvé avec Abdoulaye Baldé ou Mamour pour dire le deal c'est d'aller, etc. Je ne suis pas dans ce petit jeu. Je ne le ferai pas. Je l'aurais fait seul. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai une vision, une conviction par rapport à ce pays, comment le développer, et il repose essentiellement sur 2 axes. Lesquels? Je pense fondamentalement que l'héritage culturel du pays doit devenir opératoire. Il me semble fondamentalement que nous devons aller vers des révolutions. Et des révolutions pour changer complètement l'éducation et espérer, d'ici quelques temps, changer en fait le socle et changer une génération. Fondamentalement que la rupture soit à ce niveau. Je pense que le capital spirituel du pays, lorsque il n'est pas utilisé, lorsqu'il est sous-utilisé, met en danger le pays. C'est un pays qui est exceptionnel. C'est un pays qui ressemble peut-être à l'Inde et je parle souvent donc de ce parlementaire en 1835 qui a visité l'Inde et qui disait aux parlementaires britanniques que j'ai visité l'Inde et je n'y ai pas trouvé de mendiants ni de voleurs. Et parce que ce pays-là, le tout reposait sur une colonne vertébrale, un socle très solide, un capital spirituel et un héritage culturel très fort. Et le Sénégal a à peu près ces mêmes atouts. Le capital spirituel, aujourd'hui, ce pays est le seul dans la sous-région et peut-être même au monde où un leader peut dire je mobilise toute la jeunesse pour développer l'agriculture et qu'on ait des chances de mobiliser 90% donc la jeunesse. C'est le seul pays où un ndigel peut être donné par un chef religieux donc de Tidjane, Mouride ou bien même de l'église pour qu'il y ait une mobilisation extraordinaire de la jeunesse. Lorsqu'on a ce capital, et je fais bien attention, je ne parle pas de religion, je parle de capital spirituel. Et ce capital spirituel aujourd'hui est le fondement presque de toutes les institutions lorsqu'on parle d'éthique, lorsqu'on parle de bonne gouvernance. C'est que le fondement, il est spirituel, c'est l'esprit. Lorsque le Sénégal a cela et qu'on continue à vivre un complexe, on continue à penser des programmes politiques, d'émergence, etc., sans une bonne articulation intelligente avec ce que nous sommes, je pense qu'il n'y aura jamais de rupture. Et c'est le reflet de ce que nous sommes en train de voir en politique. Le reflet du comportement des leaders, le reflet du comportement des concitoyens et des citoyens de façon générale. Oui, justement, dans votre argumentaire, je m'arrête sur le premier point. Quand vous parlez de jeune génération, est-ce que cela signifie que les vieux bruscards comme Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng doivent faire la place aux plus jeunes comme vous et autres? Je ne pense pas cela. J'ai entendu ce discours, l'opinion, et il faut faire attention. Il est quand même important. Oui. Ils sont là depuis Senghor. Oui, mais je ne crois pas. Moi-même, j'ai eu à faire cette erreur, commettre cette erreur. En 2008, à Kédougou, lorsqu'il y a eu mort d'homme, Sina Sidibé,
j'avais pris au moment de confectionner les listes municipales, l'opinion et les Kédovins, tous voulaient en fait qu'il y ait un changement radical, que je me sépare des amis de mon défunt père et que je renouvelle en fait la classe politique. Mais ça a été une erreur, je pense. Et aujourd'hui, pourquoi ça a été une erreur? Ça a été une erreur. Avec le recul, vous l'avez su? Absolument. Au même moment que vous l'avez su? Absolument. La jeunesse, c'est une excellente chose. Ça apporte un sang neuf. Mais il est bon aussi de mettre une dose de sagesse pour encadrer, accompagner. Et actuellement, c'est là le problème du Sénégal. Le problème du Sénégal, c'est justement une jeunesse et une certaine classe d'âge qui n'arrive plus à conjuguer. En fait, le problème du Sénégal, c'est ce hikma, cette sagesse que nous sommes en train de perdre. Notre faculté de jugement et de convoquer le passé et l'histoire, nous sommes en train de perdre cela. Il nous faut encore une fois un modèle endogène authentique. Lorsque nous sommes dans ce complexe des autres pour dire qu'il faut que des jeunes, je ne crois pas cela. Même si je ne suis pas avec Moustapha Niasse, je suis loin de Tanor, mais je pense qu'il faut dans tout le jugement. Quand, en fonction d'un contexte, d'une situation, si nous pensons que telle personne de tel âge est pertinent, a une certaine légitimité pour accompagner le pays, il faut absolument qu'il soit là. La jeunesse n'est pas un handicap non plus. Hein. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Absolument. Alors, la convergence patriotique Kadou Askanui, vous êtes au cœur de ces législatives avec d'autres coalitions. Quelle est votre offre politique? Parce qu'on n'insiste pas beaucoup sur ça, parce que c'est extrêmement important aussi. Je disais tout à l'heure, donc, l'une des mamelles importantes, c'était de revivifier ce capital spirituel. Et quand je parle de revivification de ce capital spirituel, il faut partir des enjeux du moment. Les enjeux du moment, c'est des enjeux de terrorisme, c'est des enjeux de fondamentalisme religieux, c'est des enjeux extrêmement importants de gouvernance, de bonne gouvernance. Alors, je dis, le pays a quelque chose, un capital, c'est un fondement, ce sont des fondamentaux, et il faut absolument savoir surfer là-dessus. Et la preuve, lorsqu'on cherche un électorat, nous sommes souvent à genoux devant cette classe dite maraboutique. Je ne parle pas encore une fois de religion, mais je parle en fait de ce capital. Maintenant, c'est très subtil. Il y a certains qui utilisent ce capital-là, des gourous qui l'utilisent et puis dans un mauvais sens. Mais je parle justement d'une intelligence pour aller capter toute cette puissance que nous avons derrière ce capital-là pour accompagner le développement donc de ce pays. L'autre axe, encore une fois, c'est maintenant l'héritage culturel. Jusqu'ici, la culture a été utilisée par Senghor, utilisée par Diouf, utilisée même récemment, même s'il y a eu beaucoup plus d'efforts avec le président Wade, mais actuellement ce que je vois aussi avec le président Macky Sall, la culture est utilisée tout simplement de façon contemplative. De temps en temps, il faut encourager les artistes, etc. Mais moi, je veux absolument... Ce n'est pas le sens de ce que vous voulez dire. Non, je veux absolument que la culture soit opératoire, que soit un levier, soit le prisme à partir duquel on repense l'éducation, que la culture soit le prisme à partir duquel on va repenser même l'économie et les finances. Donc tout doit être repensé à partir de là. Le danger, c'est le danger du territoire ou des territoires digitaux aujourd'hui. Notre présence, la survie du Sénégal, le caractère durable de nos politiques dépend aussi de notre présence donc sur ces territoires digitaux. Et donc notre survie est menacée parce que ce patrimoine culturel et ce que nous sommes, notre identité, à ce niveau-là, s'il n'est pas pris en compte en jeu, il y a un sérieux problème. Donc, l'élément culturel est un élément fondamental. Or, nous l'occultons dans notre... Et ça fait partie de votre offre politique. Personnellement, c'est le pilier le plus important de mon mouvement, Force citoyenne, donc solidaire du Sénégal. C'est essentiellement cet axe-là qui va être important. Naturellement, donc, il y a d'autres mamelles, le green business, l'économie verte, et l'autre pilier important, c'est le digital business, donc l'économie numérique. Je pense que ces quatre piliers-là, encore une fois, le capital spirituel, l'héritage culturel que nous avons, l'économie numérique et l'économie verte, ce sont des piliers extrêmement importants pour la transformation plus profonde donc de cette société. Vous allez porter ce discours auprès des populations lors des prochaines législatives, lors de la prochaine campagne électorale, c'est ça? Oui, c'est ce que je souhaite, être à l'Assemblée et avoir une
capacité, une possibilité donc d'influence. Très bien. Moustapha Guirassy, ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole du gouvernement, ancien député maire de Kédougou et l'invité du grand jury. Maintenant, parlons de l'opposition face aux législatives. Est-ce qu'elle ne risque pas gros avec son implosion qui peut faire l'affaire du pouvoir? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on divise, on règne plus aisément. Donc le président Macky Sall a certainement plus de possibilités, oui. Parce qu'il y a eu un affaiblissement et un éclatement donc de cette opposition. Plus de possibilités au plan moyen ou bien dû aussi à la situation? Je veux dire, puisque il y a un éclatement, naturellement, donc son parti ou sa coalition Benno Bokk Yakaar, s'il continue de maintenir donc cette coalition, naturellement, s'il y a moins d'éclatement et d'effritement à ce niveau, c'est arithmétique, il a plus de chances. Alors, le retour d'Abdoulaye Wade dans le jeu politique, il va diriger la coalition gagnante Manko Taxawu Sénégal, qu'en pensez-vous? Il y a deux façon de voir la chose. J'ai une casquette... Certains dénoncent ça, d'autres disent qu'il y a crise de leadership au sein de l'opposition. Chacun a sa façon de voir. Alors moi, naturellement, la crise de leadership, elle est réelle. Elle est réelle parce que normalement, c'est pas le président Wade qui devait être là en tête de liste. On aurait pu l'épargner donc de tout cela. Il mérite un grand repos. Il mérite surtout d'être célébré par les Sénégalais. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays et je profite de l'occasion pour le saluer très respectueusement. Mais de l'autre côté, j'apprécie aussi l'homme. Et ça, c'est un point de vue peut-être apolitique, mais revenant donc sur l'héritage culturel et la nécessité de procéder à des ruptures, j'aime bien ce que le président Wade est en train de faire. Montrer simplement à une certaine classe qui souvent à la retraite donc aisément ou très vite va prendre le chapelet, il est en train de montrer que non, il faut continuer à servir son pays. Lorsque on pense qu'on est en mesure de servir... À son âge, à 91 ans. Justement, on peut quand même servir son pays sous d'autres formes. Je l'ai côtoyé, il était chef de l'État, j'étais son porte-parole ou porte-parole du gouvernement. Oui. Une fois, je m'étais rapproché de lui, un problème que je lui avais pas soumis. Et il m'a dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? Je dis simplement parce que je ne voulais pas vous fatiguer. Il a tapé sur la table pour me dire, ne me répète plus jamais cela. Je ne suis pas fatigué. Et mais c'est une leçon de vie. Donc c'est quelqu'un, j'ai jamais vu me dire de parler de mort. Je n'ai jamais vu parler de fatigue. Je ne l'ai jamais entendu me dire qu'il avait sommeil. Il a toujours mis en avant le travail. Il a toujours mis en avant le travail et le travail. Donc, quand je vois cet homme revenir, même si moi je l'aurais pas fait, mais quand je le vois revenir et accepter pour le compte donc d'une coalition de s'investir, je dis d'un point de vue pédagogique. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dis c'est un signal important et intéressant parce qu'à 60 ans, moi, ces retraités que je vois, je dis c'est une façon aussi de donner un signal à une certaine génération pour dire que le combat, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'opposition? Je sais pas, ça c'est l'opposition qui le dira. Mais je vous ai dit, d'un point de vue politique, je l'aurais pas fait. D'un point de vue maintenant pédagogique et par rapport à la symbolique, je dis par rapport à une certaine génération, j'apprécie bien qu'on continue de se battre et il est là. C'est pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, c'est pas quelqu'un qui démissionne, c'est quelqu'un donc qui est combatif et je pense que ce sont des qualités en fait qu'il faut promouvoir et mettre en avant. Maintenant donc c'est encore une fois politiquement ça n'engage que ceux-là qui l'ont mis en avant. Moi je l'aurais personnellement pas fait. Bientôt on aura la 13e législature. Dans une de vos récentes déclarations vous avez dit ceci: nous voulons créer un vrai contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Le Sénégal est en train de s'embourber. Nous sommes dans un pays en déconstruction. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être au centre. Vous avez parlé du centre tout à l'heure. Alors, quel espoir pour la prochaine législature, puisque celle écoulée ou celle qui est en train de terminer son mandat a reçu beaucoup de critiques comme quoi c'est la plus nulle des législatures. Quel espoir pour la prochaine? L'espoir simplement c'est de voir les Sénégalais qui sont dégoûtés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le comportement des acteurs politiques, la scène politique de façon générale, et l'espoir qu'il y aura un sursaut, que les Sénégalais donneront à l'opposition plus de voix
plus de députés pour équilibrer le pouvoir. Le pouvoir a besoin de contre-pouvoir. Et sinon, la démocratie est malade et sera malade. Et tout à l'heure, nous avons commencé donc l'émission par là. Oui. Il faut absolument renforcer cette vitalité de la démocratie. Donc, mettre à l'Assemblée des députés crédibles, mettre à l'Assemblée des députés qui ont une vision, qui ont une expérience, qui ont une sensibilité, qui ont des rapports particuliers avec la chose politique et la chose publique. Et comme cela, sauver la démocratie. Ces espaces de respiration, et j'insiste beaucoup, sont extrêmement importants parce que si l'Assemblée continue d'être malade, on risque simplement de se retrouver dans la rue. Parce que les Sénégalais, vous vous souvenez ce qui s'est passé, comment les Sénégalais nous ont fait partir lorsque nous avons exagéré par rapport aux lois. Oui, vous l'avouez, hein? Oui, parce que nous avons été sanctionnés. Après, il faut faire un mea culpa. Vous avez dit que lorsque nous avons exagéré, vous avouez que vous avez exagéré dans votre façon de gouverner. Absolument. Si on n'avait pas exagéré, on ne serait pas là et on n'aurait pas été sanctionné. Donc, il faut bien faire son mea culpa. Et le mea culpa, en toute humilité, c'est qu'il y a des projets de loi qui ont exacerbé, qui ont révolté les Sénégalais. On se souvient du 23 juin. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est encore une assemblée donc incompétente et finalement ces institutions qui devaient porter donc la démocratie, qu'elles soient tout simplement inutiles. Responsabilité vous incombe, vous acteurs politiques. Mais si vous aviez fait les bonnes investitures, peut-être on aurait une assemblée de qualité. Et vous comprenez bien pourquoi je veux mettre en avant cette dimension culturelle pour modifier l'éducation. Encore une fois, il s'agit sincèrement d'engager des réformes très profondes. Il faut absolument que le Sénégalais soit rééduqué. Il faut peut-être à un certain âge, à une certaine génération, c'est peut-être peine perdue. Mais l'engagement qu'il faut prendre, c'est aujourd'hui de s'engager résolument à changer donc le visage de ce pays. Et le pilier éducation me semble être un pilier fondamental. Donc, vous avez parfaitement raison. Les investitures étant mal faites, ce que l'on voit déjà, c'est à peu près le reflet. Maintenant, j'espère simplement, pour répondre à votre question, que les Sénégalais seront vigilants, feront le bon choix et sauront miser aussi sur l'importance de la diversité, la richesse de la diversité pour changer le visage de l'Assemblée et qu'un contre-pouvoir réel soit là à l'Assemblée pour le Sénégal vive autrement. C'est ce que vous voulez, être contre-pouvoir, votre coalition. Mais quelles sont vos aspirations? Vous pensez que vous pouvez avoir une majorité à l'Assemblée nationale sans illusion? Vous le dites avec illusion? Oui, la majorité, elle est possible. On peut la réaliser parce que même s'il y a un éclatement aujourd'hui des coalitions, mais une fois à l'Assemblée, on peut se retrouver donc d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des combinaisons qui peuvent encore être faites entre coalitions pour se retrouver, être beaucoup plus fort. Mais qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi n'êtes-vous pas retrouvés avant d'aller à l'Assemblée nationale, disons, compétir ensemble et gagner ensemble? Ça aurait été l'idéal. Mais même si ce coche-là a été raté, rien n'empêche, il n'y a aucun blocage, il y a encore des possibilités pour que ces coalitions puissent se retrouver donc au sein de l'Assemblée. Et c'est là où on peut encore continuer à avoir l'espoir. Et c'est là où le discours doit être apaisé entre les différents leaders de coalition, parce qu'il y a des possibilités donc de travailler encore ensemble. Au plus loin, la majorité par le nombre, mais aussi la majorité par les idées. Je pense que les Sénégalais qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas à l'Assemblée, peuvent porter les idées, les convictions d'un seul parlementaire et que ça fasse mouche et que l'impact soit là sur le pays et sur la façon donc de gérer ce pays. Ceux-là qui ont eu le plus d'impact à l'Assemblée nationale, généralement, ils n'étaient pas de partis très forts, mais c'est des personnalités très fortes, avec des convictions très fortes et parfois une constance bien connue par les Sénégalais et une crédibilité. Donc aujourd'hui, il s'agit encore une fois de miser sur ces hommes, de donner plus de possibilités, de donner des possibilités donc à ces différents acteurs pour que l'Assemblée nationale donc puisse être changée. Et Antoine, je suis certain qu'il va changer parce que ces coalitions, oui, absolument, parce que ces coalitions, même si une coalition ne remporte pas l'élection donc législative de façon globale et générale, mais il faut s'attendre quand même à ce que chaque coalition puisse présenter un certain nombre de députés. Et quand députés de valeur, de qualité. Je l'espère, et je l'espère encore une fois, avec les leçons qui seront tirées donc de cet éclatement et de ces problèmes,
que cette classe politique-là pourra se retrouver à l'Assemblée avec plus d'intelligence, avec plus de sérénité, donc construire quelque chose de plus serein et de plus durable et de plus impactant donc pour le Sénégal. Très bien, vous n'avez pas beaucoup entendu les questions des internautes parce que l'essentiel ont été prises en compte par vous-même et à travers vos réponses. Alors, mais il y a un internaute qui s'appelle Issa Sow qui parle du problème des cartes biométriques à quelques semaines des législatives. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas leur carte. Ça ne vous inquiète pas quelque part, monsieur le ministre? Il faut être vigilant. Je suis juste vigilant. Oui. Nous nous posons tous des questions, mais nous avons entendu le ministre de l'Intérieur, nous avons entendu les engagements qui ont été pris et nous sommes tous très très vigilants. Et je pense sincèrement que l'engagement sera respecté, mais nous restons quand même vigilants. Très bien. L'autre question que nous allons aborder, c'est l'emprisonnement de ces leaders. On a parlé de Khalifa Sall, d'autres comme Bamba Fall qui viennent de sortir de prison, d'autres qui ont maille à partir avec la justice. Commentaire? Je trouve tout cela bien triste. Vous savez, je reviens encore sur la question des valeurs et la question donc de l'héritage culturel. Se souvenir un peu de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec le Ubuntu de Nelson Mandela. En management du savoir, il y a une courbe extrêmement importante, Antoine, oui, où au bas de l'échelle, on parle des données. Après, au-dessus, c'est l'information, la connaissance, l'intelligence, la sagesse et la vérité. Mais vous remarquerez que ce qu'on a de plus proche de la vérité, c'est la sagesse. Donc ce n'est ni l'intelligence, ni les connaissances, ni l'arsenal juridique. Et pour revenir au Ubuntu de Nelson Mandela, pour le jugement et la sagesse, ici, Nelson Mandela s'est situé à ce niveau. C'est-à-dire que pour prendre des décisions, combattre bien sûr l'impunité, être juste, être éthique, parler de bonne gouvernance, il a préféré se situer à ce niveau. C'est-à-dire réinventer la justice. C'est ce qu'il faut faire au Sénégal. Je pense qu'il faut faire cela au Sénégal. Notre justice va mal. La justice, en fait, ne prend pas en compte certaines donnes. Parce qu'aujourd'hui, l'emprisonnement de Khalifa Sall n'était pas du tout nécessaire. Je pense qu'on aurait pu laisser la justice faire son travail, que les Sénégalais soient édifiés, mais on n'avait pas besoin forcément donc de cet emprisonnement. Je pense qu'il y a une certaine brutalité de la justice. Il y a une certaine brutalité et qui casse une certaine dynamique et qui est en train d'émietter aussi en fait un héritage que nous avons qui est extrêmement précieux. Et je pense qu'il va falloir faire attention à tout cela, parce que ce que je crains, c'est simplement après qu'on installe un cycle vicieux dans ce pays, que d'autres reprennent le pouvoir et après indéfiniment que ce soit en fait un circuit ou un rythme de vengeance. Oui, au vu de ce que vous êtes en train d'observer, après Macky Sall, c'est ce que vous craignez? Je crains cela parce que malheureusement, ce qui est mis en avant, souvent la justice, la perception qu'on peut avoir de la chose, c'est une justice donc à deux vitesses. Et lorsque l'opinion et les Sénégalais ont cette perception de la justice, ça peut quand même amener des casses et des complications donc à terme. Et donc le jugement et la sagesse extrêmement, ce sont des valeurs qui vont être très très importantes. Et malheureusement, dans cette façon de manager et de gérer donc le pays en ce moment, oui, on met trop en avant une dimension tellement technique. Or, on parle bien d'hommes et de conditions humaines. C'est un tout. Et cette réinvention de nos institutions, cette réinvention de la politique, cette réinvention de la justice, il faut savoir l'assumer. Il faut savoir l'assumer comme d'autres l'ont assumé. Vous interpellez le président Macky Sall sur la question? Oui, j'interpelle. Oui. Je l'interpelle. Oui. Je l'interpelle. Il faut absolument apaiser le pays. Il faut apaiser le pays. Je ne parle pas d'impunité. Il faut bien me comprendre. Oui, mais comment apaiser le pays quand on entend souvent au Sénégal parler d'un débat dangereux? C'est relatif à ce que certains appellent la polarisation de la République. Sujet sensible, mais à aborder quand même avec responsabilité. Vous avez une opinion là-dessus et en quoi elle consiste? Oui, je combats absolument le fondamentalisme culturel. Et je pense sincèrement que le fondamentalisme religieux, le soubassement, il est même culturel. Je l'assume. Et c'est extrêmement dangereux. Et les guerres, lorsque quelqu'un du Nord dit que je ne me marie pas avec quelqu'un donc du Sud,
généralement le soubassement, il est culturel. Donc c'est un discours qui est extrêmement dangereux. Et c'est là où je parlais encore de jugement. Vous voyez en fait que je reviens toujours à la culture, à l'importance de tout repenser à partir de notre prisme culturel. Parce que le jugement permettra aux décideurs de pouvoir aussi gérer la perception des Sénégalais. Lorsque les Sénégalais ont la perception d'une polarisation, je ne pense même pas que le président Macky Sall, honnêtement, je ne pense pas, intellectuellement parlant, politiquement parlant, qu'il puisse donc avoir des décisions liées à l'ethnie. Discours dangereux, mais qui sort de la bouche des hommes politiques. Honnêtement, je ne pense pour l'essentiel. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans l'opposition que je tiendrai ces discours. Oui. Par contre, je dis, dans la façon de gérer, il est bon de tenir compte, de prendre en compte cette perception. Et c'est cette même perception-là que nous avons, nous, du sud, du côté de Kédougou. Donc, suffisamment impliqués dans la gestion donc du pays. Donc, ce sont des perceptions. Et Senghor, quand on se souvient, même si Kédougou, électoralement parlant, était très faible, mais des hommes forts de Kédougou étaient dans le système, central. Dans le système central. Oui. Donc il y avait un équilibre qui tenait compte plus de cette cohésion de la nation, plutôt en fait que des calculs, encore une fois, très mathématiques, arithmétiques, liés simplement à une victoire électorale, donc à une campagne électorale. Donc c'est pas un clin d'œil que vous êtes en train de faire au président Macky Sall? Absolument pas. Absolument pas. Kédougou n'a pas été tenu en compte dans l'organisation gouvernementale. Du tout. Vous savez très de bien. l'État central. Du tout. J'ai toujours été libre dans mes propos. Je dis encore une fois, mais ce serait indigne de ma part, quand même, si aujourd'hui, en parlant avec vous et en parlant de Kédougou, je ne mettais pas en avant ce fait. Kédougou, pendant 4 ans, 5 ans, n'a pas eu tenez-vous bien, un seul ministre dans son gouvernement. Encore une fois, et je dis à l'opinion, c'est pas du tout lié à ma personne, du tout. Très bien. Non, c'est important. C'est important de dire. Oui. Vous avez posé la question de la polarisation. Mais c'est globalement une question de perception et de management. Il faudrait que les dirigeants, encore une fois, gèrent le pays de façon convenable, avec beaucoup de responsabilités et en faisant très attention parce que ce sont des fondamentaux et des piliers du pays, de la nation sénégalaise qui méritent d'être donc consolidés. Et lorsqu'on prend des décisions, ça encore une fois, et je reviens donc au Ubuntu, ce jugement, cette capacité de prendre des décisions en tenant compte d'hier, de demain, d'un socle de valeurs, on risque simplement de prendre des décisions donc qui ne sont pas les bonnes. Et ça peut faire péricliter le pays. Absolument. Pardon. Alors, Moustapha Guirassy, vous êtes ancien maire de Kédougou. Votre région regorge de beaucoup de richesses, mais où la pauvreté règne en maître. Dans cette région, il y a beaucoup de problèmes qui se sont souvent soldés par des morts d'hommes. Les affaires Yamoudou Sagna, Kekuta Sidibé, Sina Sidibé, j'en passe. Kédougou est-il assis sur une bombe sociale? Oui, c'est à peu près la même réponse que je viens de donner à la première question. C'est la perception, en tout cas, que Kédougou a de la chose et du management donc de la chose publique. Aujourd'hui, donc, nous entendons l'or, nous avons de grandes multinationales et la société de Kédougou est en train de changer fondamentalement. En 2008, nous n'avons pas vu venir le changement. L'État n'avait pas vu venir le changement. Même les fils de Kédougou n'avaient pas compris pourquoi tout d'un coup, donc, cette mort d'homme et cette révolution. Mais tout simplement parce que la mutation, elle est profonde. Donc, d'abord, les TIC. Deuxièmement, la présence de grandes multinationales en train de changer complètement le visage donc de Kédougou. Lorsqu'il n'y a pas un accompagnement, ça peut être une catastrophe. Or, l'accompagnement qui est mis en avant, c'est souvent de dire que nous avons injecté des milliards. Il y a une école, il y a ceci. L'indicateur de performance, il n'est pas bon. Lorsqu'on dit indicateur de performance, il faut savoir mesurer ce que l'on veut. C'est-à-dire, combien de fils de Kédougou aujourd'hui impliqués dans le management de Kédougou? Combien de fils de Kédougou impliqués dans le management de ces sociétés minières à un niveau top management? Combien de fils de Kédougou impliqués dans le management du pays? Et quand on voit, mais c'est presque nul et zéro partout. Ah oui. Presque pas de préfet, presque pas de gouverneur, personne, un ou deux dans la diplomatie, personne donc dans un gouvernement, aucun directeur de société, directeur de société nationale. Mais vous comprenez en fait pourquoi le fils de Kédougou peut être dans une situation extrêmement difficile. Une région importante. Aujourd'hui, pour aller à Kédougou, vous allez perdre 3 jours en allant, 3 jours en venant. Parce que simplement, depuis quelques années, nous n'avons pas de route. L'aéroport, donc, n'est pas du tout... Malgré le PUDC. Malgré le PUDC. Donc, aujourd'hui, l'aéroport n'est pas encore fonctionnel. Depuis des années,
impossible donc d'avoir un avion sur Kédougou. Vous voyez en fait le blocage pour ces immigrés, vous voyez le blocage pour toutes ces possibilités que nous avons de recevoir des investisseurs, mais enfin, les fils de Kédougou ont absolument raison de se sentir frustrés et je pense que cela doit être entendu par les pouvoirs et gérer et manager donc autrement donc la situation. Plaidoyer sur Kédougou de Moustapha Guirassi. En même temps, deux internautes kédovins vous interpellent par rapport à votre absence comme ancien maire dans votre terroir, mais aussi par rapport à votre hibernation politique. Rapidement, en 30 secondes sur ces deux questions. Oui, l'hibernation, c'était vraiment une hésitation. Pendant 4 ans presque, fallait-il reprendre la politique ou pas? Vous avez douté? J'ai douté et finalement, les liens très forts et ce que Kédougou m'a offert, ce que le pays, ce que le Sénégal m'a offert. Oui. Je pense tout simplement que nous n'avons pas le droit de rester dans nos maisons, dans nos bureaux et ne pas s'occuper du pays, de ne pas être impliqué. Pourtant, on vous reproche d'avoir abandonné Kédougou. Non, tous ceux qui me connaissent bien savent que je suis bien présent et autrement donc à Kédougou. Oui. Et raison pour laquelle donc je reviens à Kédougou en politique et les législatives nous diront bien si les populations adhèrent bien et portent bien donc ce retour-là. Je l'espère bien et je le vois bien, je le note et ça me donne beaucoup de satisfaction. Quelques petites minutes pour aborder deux questions relatives aux valeurs et au code de la presse. Les valeurs d'abord, vous et moi parlions de valeurs avant cette émission, au moment où elle se passe. Donc des choses graves sur l'internet ont été notées, les réseaux sociaux également, extrêmement mal utilisées par certains pour faire mal. Cette photo-montage du président de la République avec 4 emprisonnements. Sommes-nous dans une société où il existe l'envers des valeurs? Absolument, Antoine, et j'en suis malade. Et encore une fois, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'audace et beaucoup surtout de lucidité. Il faut décomplexer la classe politique. Encore une fois, c'est un discours de complexé. Lorsqu'on met en avant des programmes économiques, des programmes de finances, des programmes agricoles, etc., c'est bien tout cela. Mais encore une fois, nous sommes malades de ce côté-là. Et il faut absolument réconcilier le système politique, réconcilier l'économie, réconcilier l'éducation avec notre système de valeurs. Et malheureusement, je n'entends pas assez, même si d'un point de vue, on en parle comme cela, mais de façon opératoire. Encore une fois, que le tout soit vu à partir du prisme de la culture, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un complexe. Vous insistez beaucoup sur la culture. Absolument, parce que sans la culture, je ne peux pas aujourd'hui. Nous avons une économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est la mode partout. C'est aujourd'hui une nouvelle façon de penser. Mais quand Mamadou Dia théorisait, en parlait donc depuis longtemps de cette économie donc solidaire, l'économie de la gratuité au Sénégal. Il a fallu aujourd'hui 2016-2017 pour que de grands théoriciens au niveau mondial parlent donc de cette économie. Nous avons de nouvelles façons et des possibilités de réinventer donc les choses. Et malheureusement, il y a un complexe extraordinaire des politiques et un discours ancien et très vieux des politiques qu'il faut absolument changer. Discours suranné et un discours suranné et un discours absolument qui, s'il ne repose pas sur cette pensée et sur le socle de valeurs qu'il faut repenser et revivifier, s'il ne repose pas sur l'héritage culturel, il est voué à l'échec. Aucune révolution ne sera possible, aucune émergence ne sera durable. Et quelqu'un me disait à Bamako il n'y a pas longtemps, il dit j'ai un problème avec votre programme d'émergence. Ah oui, le PSE. Le PSE. Oui. Il dit c'est bien conçu, etc. Aucun problème, aucun doute. Mais là où j'ai un problème, c'est l'adhésion, un problème d'adhésion. Lorsque des pans entiers sont exclus en fait en termes d'articulation. Vous prenez la jeunesse par exemple Baïfal de ce pays. Je dis lorsqu'on veut développer un secteur agricole, il faut trouver l'articulation intelligente pour mobiliser cette force de travail gratuite presque qu'on a. Je dis lorsqu'on perd et on passe à côté de cela, mais quelque part il y a une certaine myopie. Donc vous voyez en fait que la question de la culture, c'est pas pour simplement contempler notre culture, la danse africaine, les tableaux africains, c'est pas cela. Mais il s'agit de voir l'intelligence qui est derrière, faire de l'ingénierie culturelle et faire avancer et faire émerger donc ce pays. Très bien. Dernière question donc. Le code de la presse, vous avez été le dernier ministre de la communication avant l'alternance en 2012 sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Le nouveau code de la presse n'a pas été voté malheureusement quand vous étiez aux affaires. Ça va être fait bientôt. Mais il y a la coordination des associations de presse qui dit
elle ignore tout de la dernière mouture. Oui, sur tout cela de façon globale, un petit commentaire. D'abord, c'est de dire enfin ce code-là que j'ai initié. Votre code. Mon code, le code Guirassy. Donc j'ai initié, enfin il a été voté. Donc oui. Ça c'est déjà un motif de satisfaction. Mais comme l'association des professionnels, je ne sais pas ce qui a été modifié. Je sais aussi qu'il y a un pan ou un pilier important du code qui ne figure pas, c'est la dépénalisation des délits de presse. Mais en tout cas... Certains parlent de déprisonnalisation. Absolument, de déprisonnalisation. Oui. Mais en tout cas, je dis il faut se réjouir déjà de cela. Maintenant, j'invite le gouvernement et les autorités à continuer à dialoguer parce que le point fort de notre démarche à l'époque, c'était surtout d'avoir réussi à mettre autour de la table 120 acteurs, des marabouts, le clergé, des acteurs donc de la presse, à mettre tout ce beau monde autour de la table et d'avoir un consensus. Et ce consensus-là, je pense qu'il faut le préserver et c'est comme cela qu'on peut être sûr que la loi sera portée et que le secteur donc sera développé. Très bien, c'était un immense plaisir, Moustapha Guirassy, de vous recevoir dans cette émission Le Grand Jury. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ancien député, maire de Kédougou, grand jury présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne fête de Pentecôte à la communauté catholique du Sénégal.